bienvenue dans ce décryptage. Sans les transformateurs de distribution, honnêtement, nos villes modernes, nos hôpitaux et nos industries seraient tout simplement plongés dans le noir. Aujourd'hui, on va prendre des directives d'ingénierie électrique qui peuvent paraître complexes et les transformer en une véritable masterclass sur le choix de ces géants invisibles. C'est littéralement la fondation de nos réseaux électriques et chaque grand bâtiment qu'on construit repose sur cette décision technique initiale. Alors, c'est parti. Au programme de ce parcours, 5 grandes étapes. 1. Le choix de la technologie. 2. Les diélectriques liquides. 3. La détermination de la puissance. 4. La source d'alimentation. Et enfin, 5. La mise en parallèle. On part d'une feuille blanche pour arriver à une infrastructure sûre et évolutive. Étape numéro 1. Le choix de la technologie. C'est la toute première décision et elle est monumentale. Est-ce qu'on part sur des modèles secs enrobés, qui sont des blocs ultra compacts sans aucun liquide, ou bien sur des modèles traditionnels immergés dans un fluide? Ce carrefour technologique va dicter absolument tout le reste, de la taille du local technique jusqu'à l'entretien pour les 30 prochaines années. Et le point critique ici, c'est la sécurité incendie. Dans les immeubles de grande hauteur, la règle ne pardonne pas. Les modèles secs sont obligatoires. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle l'effet de cheminée. Une flamme dans une tour peut remonter par les cages d'ascenseur à une vitesse fulgurante. Du coup, les transformateurs immergés, qui contiennent des fluides inflammables, y sont complètement interdits. Et même dans des bâtiments plus classiques, ils vont exiger des murs coupe-feu et des bacs de rétention assez massifs. Étape numéro 2, les diélectriques liquides. Si le projet autorise les modèles immergés, on entre dans un monde assez fascinant. Ce tableau décrypte le système de classification. C'est simple, la lettre O signale un point de feu en dessous de 300 degrés Celsius, ce qui représente un vrai risque. Par contre, la lettre K indique un point de feu au-dessus de 300 degrés, une sécurité nettement supérieure. Et le chiffre qui accompagne la lettre vient préciser la capacité thermique du fluide. Sur ce graphique, le dilemme devient évident. D'un côté, on a les huiles minérales en classe O qui ne coûtent pas cher, mais qui s'enflamment facilement et sont mauvaises pour l'environnement. De l'autre côté, les esters synthétiques ou les silicones en classe K. Ils sont ultra sécurisés et biodégradables. Certes, l'investissement de départ est plus lourd, mais avec les normes écologiques d'aujourd'hui, cette classe K est vraiment en train de devenir le standard absolu. Le liquide qu'on choisit va aussi dicter le système de refroidissement. Sur la machine, on trouve une sorte de code secret à 4 lettres, comme ONAN. C'est génial, car d'un seul coup d'œil, on comprend l'anatomie de la machine. La première lettre donne la nature du fluide, la deuxième dit si la circulation interne est naturelle ou forcée, et les deux dernières décrivent comment le système est refroidi de l'extérieur, généralement avec de l'air. Étape numéro 3, la détermination de la puissance. En étant plein dans le syndrome de boucle d'or, il faut viser parfaitement juste. Si on surdimensionne, on gaspille une fortune à l'achat et on crée des pertes d'énergie inutiles, même quand l'usine est à l'arrêt la nuit. Mais si on sous-dimensionne, là c'est le désastre. Surchauffe, coupure de courant à répétition et un matériel qui s'use beaucoup trop vite. En fait, le rendement optimal d'un transformateur se situe exactement entre 50 et 70% de sa charge maximale. Pour trouver cette taille idéale, on utilise d'abord le facteur de simultanéité. C'est purement logique. Dans un bâtiment, les machines, les lumières et le chauffage ne s'allument jamais, au grand jamais, tous en même temps, à la seconde près. Ce facteur permet donc de réduire de façon réaliste la charge théorique totale. Ensuite, on applique le facteur d'utilisation. Là, la nuance est importante car on regarde chaque machine individuellement. Un gros moteur industriel ou un système de ventilation tourne très rarement à pleine puissance en permanence. En appliquant ce ratio, on colle au plus près de l'effort mécanique réel. Et enfin, il y a le facteur d'extension. C'est tout simplement notre filet de sécurité pour l'avenir, souvent réglé autour de 20%. Il faut s'imaginer l'angoisse de devoir casser le toit d'une usine pour installer un nouveau transformateur juste parce qu'une petite ligne de production a été ajoutée 2 ans plus tard. Ce facteur nous sauve de ce genre de cauchemar financier. En combinant tout ça, la vraie magie opère. On applique la simultanéité et l'utilisation pour obtenir la puissance active. Puis on rajoute notre marge d'extension de sécurité. Le résultat? La puissance apparente requise en kilovoltampères. C'est ce chiffre précis et définitif qui permet de choisir sereinement un modèle standard dans les catalogues des fabricants. Étape numéro 4. Quelle source d'alimentation choisir? Gardons bien ce chiffre en tête, 250 kVA. C'est un seuil technique, incontournable. En dessous, on peut généralement se brancher sur le réseau électrique classique de la rue. Mais dès qu'on dépasse ces 250 kVA, l'infrastructure publique standard ne peut plus supporter la demande. Il faut absolument changer de catégorie et passer sur le réseau moyenne tension. Et ça change totalement la donne. L'énorme avantage de la moyenne tension, c'est l'indépendance totale par rapport au reste du quartier et surtout des tarifs d'électricité bien plus avantageux.
Mais attention, la contrepartie, c'est qu'il faut payer de sa poche la construction intégrale du poste de transformation privé et accepter de céder l'accès à la partie haute tension au distributeur public. C'est un vrai compromis. Et pour terminer, l'étape numéro 5, la mise en parallèle. Parfois, un seul transformateur, même gigantesque, ne suffit plus. On choisit d'en mettre plusieurs en parallèle quand la demande en puissance crève le plafond, ou de façon plus pragmatique, quand le plafond du sous-sol est physiquement trop bas pour faire entrer une seule machine géante. C'est aussi la solution idéale pour la redondance. Si l'un tombe en panne, le deuxième prend le relais. Et ça simplifie énormément la gestion des pièces de rechange sur un grand site. Mais la physique impose des règles strictes. On ne peut pas brancher deux transformateurs ensemble au hasard. Ils doivent partager des caractéristiques parfaitement identiques. Même rapport de transformation, même ordre des phases, même tension de court-circuit. Le moindre écart et on provoque un court-circuit massif et destructeur. Cette liste est donc la vérification ultime avant la mise en service. Ce qui nous amène à une question de fond assez fascinante. Avec l'arrivée massive des véhicules électriques et la complexité des énergies renouvelables qui sont par nature intermittentes, nos réseaux vont faire face à des charges de plus en plus imprévisibles. Comment est-ce que ces calculs ultra précis de dimensionnement et de sécurité vont s'adapter à cette volatilité moderne? C'est tout le défi de l'ingénierie électrique de demain. Merci d'avoir suivi ce décryptage en notre compagnie.